Et j'invite maintenant Nabil Chakfé à nous parler de ses projets et de l'approche multiple des technologies futures. Donc, merci Monsieur Jacques. Donc, on l'a vu dans les différentes présentations, le rôle du chirurgien est de plus en plus rediscuté et c'est quelque chose sur lequel on doit vraiment réfléchir pour savoir comment on peut participer à toutes ces évolutions technologiques en matière de sciences, en matière d'éducation et dans tous les domaines. Donc, en fait, je l'avais présenté il y a quelques années à l'Académie. On a créé en 1993, on a eu l'idée de travailler avec des mécaniciens, avec des gens de recherche fondamentale. Et on a commencé cette expérience-là avec les ingénieurs de l'école textile de Mulhouse, maintenant il y a plus de 21 ans. Pourquoi? Parce que nous avons des défis à relever en tant que chirurgien. On l'a dit, il y a encore 20 ans, la chirurgie, ça pouvait s'apprendre au bloc opératoire. Les techniques chirurgicales étaient assez rodées, c'était les mêmes. C'était, on va dire, pour un anévrisme, un pontage orthobiliaque. On l'a vu dans les présentations précédentes. Aujourd'hui, la salle d'opération vasculaire n'est plus du tout la même. Lorsqu'on veut faire des techniques avec des périscopes, des cheminées, des couvertures thoraco-abdominales extensives, on n'est plus du tout dans le même domaine. On a besoin de nouveaux outils et on a besoin d'apprendre à savoir les utiliser. Le deuxième point, c'est le problème réglementaire. Ça a été relevé tout à l'heure, notamment par Jean-Baptiste, sur le problème de ce qu'on met. Est-ce que ce qu'on met, c'est quelque chose dont on connaît les résultats? Est-ce qu'on n'est pas les jouets de l'industrie? Ça, c'est quelque chose qui est fondamental à savoir. On a eu, heureusement, 2 bonnes expériences, Mediator et PIP, qui fait qu'aujourd'hui, on doit avoir des résultats en matière de post-market, en matière de matériaux-vigilance, et surtout des résultats indépendants qui sont dirigés par les chirurgiens. Alors ça a été évoqué, on a de la chance à Strasbourg, on a un environnement unique, on a notre hôpital avec à côté l'IHU qui est en train de se monter, ça va être un outil extraordinaire, donc de chirurgie mini-invasive guidée par l'image. On a des structures de recherche fondamentale, on a un biocluster, donc qui est fait pour accueillir des entreprises, et on va avoir ce qu'on appelle un technoparc, on compte bien se situer actuellement. Nous sommes situés dans l'Institut d'anatomie, à cet endroit-là, sur un campus qui est vraiment au centre-ville. On a créé une structure qu'on veut résolument indépendante, associative, à but non lucratif, avec 4 divisions, donc en matière de matériaux-vigilance, en matière donc de plateforme de thèse, d'éducation et de recherche post-market. Je vais les décrire. C'est quelque chose qui est géré complètement, des commissaires aux comptes. Il n'y a pas un euro qui ne soit pas traçable et une indépendance totale vis-à-vis de l'industrie. En ce qui concerne la matériaux-vigilance, on veut faire de Strasbourg le centre européen et voire plus, on en parlera. Il y a un beau de contact avec les plus gros industriels pour pouvoir rendre des résultats de manière indépendante. On compte sur notre notoriété et surtout le soutien que l'on a maintenant officiellement de toutes les sociétés françaises et européennes. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que finalement, c'est important de comprendre ce qui se passe avec les matériaux. Lorsqu'on discute, les gens disent oui, dans le passé on savait qu'il y avait des prothèses qui se déchiraient, donc qui ont déjà été publiées, notamment par nous, mais les nouvelles, ça doit être très solide. Bon, voilà par exemple les anciennes générations, mais il y a aussi les anciennes générations qui n'avaient jamais été publiées. Lorsque vous voyez quelque chose comme ça qui est retiré chez l'humain, qui était censé être étanche, il y a un problème, c'est-à-dire que des industriels ont proposé ça, ça a été implanté chez des humains, et ça a été retiré du marché, mais il y a encore des gens qui ont ça. Donc quand des fois on les revoit avec ce qui devait être une endoprothèse transformée en passoire, on peut se poser des questions. Il y a aussi des prothèses de nouvelle génération qui posent des problèmes. Donc il faut pas non plus crier haro sur l'industrie, mais il faut essayer de comprendre les mécanismes de dégradation et au moins avoir une transparence à ce niveau-là. Et je pense qu'en tant que chirurgien, on a un rôle à jouer. On a des matériaux complexes, il y a aussi des phénomènes de vieillissement sur lesquels il faut s'interroger. Pourquoi ça rompt, pourquoi ça se déchire au niveau des ligatures. C'est toute cette approche qui est un petit peu fastidieuse, au coup par coup, mais qui nécessite d'aller plus loin dans la compréhension. Alors on a décrit une procédure de matériaux-vigilance, on étudie tous les explants pour pouvoir avoir un rapport de conclusion pour chaque explant que l'on reçoit. On en reçoit maintenant plusieurs centaines par an. Et ce qui est important, c'est qu'on a une interface avec l'industrie. Et donc, il faut être crédible. Donc, la première chose qu'on a pu faire, c'est de travailler dans un environnement certifié, ISO 9001, qui fait que, pour un industriel, c'est fondamental. On peut leur donner des résultats. On leur vend pas des résultats. Ils collaborent à un projet. Ils nous achètent pas un explant qui serait un petit peu tendancieux. Il y avait un industriel qui me disait, est-ce qu'on pourrait vous en racheter un? Je dis, écoutez, si vous me rachetez un explant 2 millions de dollars, est-ce que je suis encore indépendant? Rigoler? Non, bon d'accord. Est-ce qu'on peut l'étudier chez vous avec vous? Oui, avec des contrats. Mais tous ces résultats sont donnés
aux sociétés savantes, l'SCV, à notre organisme d'accréditation Vascurisque et à l'ESVS qui nous soutiennent. Donc ça, c'est une chose où, en tant que chirurgien, on a un rôle à jouer, on doit aller plus loin à ce niveau. Le deuxième point, on a été obligé de le développer finalement pour réaliser des tests, essayer de comprendre ce qui se passe dans la vraie vie. Et ça découlait complètement de la matériovigilance. Parce que ces tests-là, il faut qu'on les crée, qu'ils soient représentatifs. Quand j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à ça, les gens disaient, regardez, cette prothèse, elle est solide, elle a une force de temps. Bon. La force, c'était un test qui consistait à utiliser un poinçon pour perforer, vous vous souvenez, uniquement un tissu. C'est rare qu'on soit perforé dans la vie de tous les jours lorsqu'on a une prothèse. Et quand on regardait bien, tous les industriels exprimaient leurs résultats en newton, en pascal, en kilopascal, en PSI. Donc c'était strictement incomparable. Donc là, on a créé une structure d'évaluation qui a pour but de réaliser des tests, mais pour aussi de pouvoir créer des choses qui soient représentatives. Et ça, c'est tout l'intérêt d'une collaboration entre des médecins ou des chirurgiens en l'occurrence, et des chercheurs, des mécaniciens, des mathématiciens. Et c'est aussi d'inventer. Donc on a différents projets dans la structure, ça c'est important, on peut accueillir des industries. Alors, on a un premier projet de valve textile, donc on a explanté une première valve sur un mouton qui a tenu quand même 6 mois, c'est une première, nulle part ça n'a jamais existé. Et il y a un autre, ça c'est un projet de type universitaire, et il y a un projet de type industriel, c'est une société donc dont je suis pleinement impliqué, pour développer un nouveau concept de connexion au niveau de la crosse, donc qui est complètement différent de ce qui existe jusqu'à l'heure actuelle. Donc l'idée, c'est de se dire, on a des idées, on mouille le maillot, on met un peu d'argent, on a un brevet, on se lance et on ne le donne pas forcément aux Américains, parce que dans la Silicon Valley, il y a 60 000 Français qui travaillent et ne sont pas tous balayeurs. Donc l'idée, c'est de créer une structure qui puisse permettre de réaliser des tests, qui est également certifié, donc c'est très important sur le plan réglementaire lorsqu'on travaille avec des industriels, mais on n'est pas là pour faire les tests que les prestataires de base font. On doit avoir de l'intelligence ajoutée et de faire une espèce de nid d'études. Et chez nous, maintenant, si on veut être chef de clinique, il faut faire une année de recherche. Ça fait partie du contrat. Et par exemple, voilà un premier projet où on a travaillé avec un étudiant. On a parlé de Benoît Lussereau. Et il ne fait pas que de la robotique. Sur une machine de compliance qui est unique. On a pu prouver que tous les tests jusqu'à aujourd'hui étaient faux. Donc ça, on pouvait s'en douter en tant que chirurgien, parce que lorsqu'on déclampe une prothèse et qu'on la clampe en distalité, qu'on la met en charge, on voit qu'elle fait surtout que s'allonger plutôt que se dilater. Donc on a pu prouver ça. Et on a un autre travail qui est en train de se faire avec Elie, qui va être bientôt chez toi, Pascal, donc où on a travaillé sur la flexion des stents, où on prouve que tous les tests que montre l'industrie sont faux également. Mais ça, c'est important, parce qu'on va pouvoir proposer des vrais résultats, éventuellement interagir. Donc là, je pense que les chirurgiens, on a aussi les cerveaux, on est capable de pouvoir être impliqués. Le troisième point, c'est l'éducation, on en a longuement parlé. C'est à mon sens fondamental, on doit s'impliquer. Dans notre association, on s'est lancé dans un projet assez ambitieux à ce niveau-là. Notre projet éducatif, c'est de créer un centre de référence en simulation. Bon, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, mais je ne comprenais pas pourquoi au bout de 20 minutes, une demi-heure, on se désintéresse et on fait un peu n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas l'encadrement pédagogique, et j'ai eu l'idée de passer un été studio à Stanford en 2009, et là j'ai pu voir un projet académique très audacieux, très important, et donc je travaille maintenant en collaboration avec Jason Lee à Stanford. Je vais vous parler de ce projet-là. Donc on a un projet collaboratif, c'est-à-dire qu'on a apporté à Strasbourg tout le projet éducatif académique de Stanford, qui fait intervenir des évaluations très complexes. Le but n'est pas uniquement de réussir la procédure sur le simulateur, c'est de pouvoir réussir toutes les phases, demander les parines, être capable de faire un changement de guide sans perdre, je dirais, le cathéter, de faire un changement de cathéter sans perdre le guide. Tout ça, c'est étudié. Donc on a ce projet qui est commun, avec un projet collaboratif entre nos deux universités. Ça, c'est quelque chose qui est important. On ne voulait pas réinventer les choses, ils l'avaient déjà créé. On va, donc on est en train on a nos premiers locaux là actuellement, on va déménager dans une unité plus large prochainement, et on va créer un projet d'éducation à 4 niveaux, où on va travailler en tant que chirurgien, parce qu'on va être présent, on va créer des sessions hebdomadaires pour nos étudiants, j'ai dit tout à l'heure, nos internes chefs de clinique seront obligés d'être encadrés pendant 20 sessions sur un semestre, sur les 26 semaines de leur semestre.
avec une évaluation complète qui va être complètement prise en charge avec des personnes extérieures qu'on paye, parce qu'il n'y aura pas que les médecins, l'accueil de résidents étrangers, on vend entre guillemets, parce qu'il faut qu'on puisse avoir un modèle économique viable, parce que ça coûte des fortunes, tout ça. Donc on va avoir des fellows, par exemple chinois, qui vont arriver pour les projets de 2 mois, avec la présence en bloc, mais également une formation sur simulateur certifiée Strasbourg-Stanford. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Faire des formations à la demande et organiser aussi des ateliers pour les technico-commerciaux, vendre notre expertise. Donc voilà un petit peu ce que l'on va... non, là, je suis à l'envers. Ce que l'on va faire, voilà un petit peu le projet de formation. Donc le simulateur lui-même, c'est bien, mais ça peut pas être seul. Il faut l'intégrer dans un cycle de cours théorique, c'est-à-dire que l'étudiant doit connaître parfaitement sa séquence et il doit prouver sur un simulateur qu'il est capable de le faire dans un environnement représentatif. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On va développer une structure qui va faire des sessions théoriques, éventuellement en e-learning, pour savoir où est le niveau de la personne, où on le prend en charge, pour l'amener à quel niveau, ça c'est vraiment fondamental, des évaluations de niveau, des sessions pratiques et des évaluations pratiques. Donc voilà, pour nos locaux temporaires, nos premiers simulateurs, nous avons, avec celui de droite qui est un cadeau de Stanford, pour nous aider à démarrer, donc on va travailler ce projet. Donc, plus l'organisation sur toute la plateforme globale de notre IHU, de workshop, dans différents domaines, en utilisant des salles hybrides. Pour l'instant, nous, on n'en a pas encore à l'hôpital, mais il y a des salles hybrides pour les animaux, uniquement à Strasbourg pour l'instant. Donc, voilà. Et puis, donc, l'habitude de créer un congrès tous les 2 ans, qui associe à 50-50 des chercheurs, des ingénieurs et des cliniciens pour des échanges dans le domaine de la recherche, des projets de matériaux, mais également dans le domaine de l'éducation. Donc, le dernier point, c'est la recherche post-market. Ils ont cette obligation-là. C'est très important pour nous d'être impliqués dans un maximum de registres, parce que c'est, sur le plan financier, très important pour notre business plan, donc de pouvoir y être. Et ce qu'on croit, c'est que clairement, aujourd'hui, notre rôle, nos implants, c'est donc ces différents domaines, et on doit essayer d'attirer les industriels par tous ces différents canaux pour pouvoir, je dirais, jouer un rôle prédominant en tant que chirurgien dans notre spécialité. Voilà ce que l'on essaie de développer. Je pense que votre exposé va susciter quelques questions. Auparavant, je voudrais simplement dire que je suis très admiratif de votre parcours, parce que Nabil Chakfé est venu à Strasbourg comme chirurgien cardiovasculaire. Et progressivement, il a su s'adapter aux situations qu'il a rencontrées. Par exemple, il voit qu'il y a une école de textile à Mulhouse, il se dit pourquoi je ne ferais pas travailler pour les prothèses vasculaires, coopération avec Mulhouse. Ensuite, je ne prends que quelques exemples. La chirurgie cardiaque apparaissant plus ou moins occupée par d'autres forces, plus ou moins hostiles, il déguerpit complètement dans le vasculaire et là, il fait miracle. Au point qu'actuellement, au conseil régional, en ville, les industriels, tout le monde ne parle que de lui parce qu'il les a tous sollicités pour le soutenir. Et je pense que la qualité des résultats qu'il nous présente sont dus à une formidable force de caractère et puis surtout cette possibilité de s'adapter qui est assez extraordinaire. Alors, je vous souhaite de continuer comme ça et je suis sûr que ça va se passer. Et puis surtout, il sait animer une équipe. Fabien Tavot et toute l'équipe qui est autour de lui sont des gens qui traverseraient le feu pour lui, comme on dit chez nous, et qui véritablement le soutiennent complètement dans ses efforts. Voilà, alors je pense que vous avez peut-être des questions à lui poser. Moi, pour vous, les journées ont plus de 24 heures, je pense, non ? Elles sont longues, oui, mais vous l'avez dit, moi je crois en l'équipe, on a une équipe très solide, Fabien est un des représentants, on a des gens qui travaillent, chacun à son secteur, on a repris la greffe rénale depuis peu de temps, depuis 3 ans, donc ça fait 100 greffes. Oui, j'ai oublié de le dire, c'est que la greffe rénale ayant été refusée par nos urologues, qui ne voulaient pas s'abaisser à faire des greffes de reins, Jacques Saint-Calbre et Philippe Wolf ayant quitté, donc il n'y avait plus de transplanteur rénal, et c'est Nabil Chakfé qui, en plus de tout ce qu'il fait en vasculaire, en recherche, en enseignement, a développé la greffe rénale, parce que depuis qu'il l'a prise, il a augmenté le nombre de transplantés. Vous en êtes à combien là ? Là aujourd'hui on a 77 je crois. Pour l'année ? 77 pour l'année, oui, 78 jeudi. Enfin, rien ne lui fait peur, rien ne l'arrête, il est partant pour toutes les aventures. Non, je crois, je suis très sensible à ce que vous dites, Monsieur Jacques, mais je crois que avant tout dans
dans la force d'une équipe, et j'ai la chance d'avoir une équipe de gens très motivés. Dans la greffe rénale, on s'est investi. On a une de nos personnes qui va être, j'espère, nommée dans la spécialité, qui part dans 15 jours à Toronto pour 1 an pour travailler en greffe rénale et rein-pancréas. Elle est doctorante depuis 15 jours. On a des gens qui travaillent sur les matériaux. On a chacun son rôle. On est capable de faire tout. S'il y a tout, c'est-à-dire qu'on greffe, soit Fabien ou moi, si je suis de garde ce jour-là, c'est pour moi. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et la recherche n'est pas considérée comme un mal nécessaire, c'est-à-dire que le labo est pas loin, on se voit, on traverse. Il nous faut de l'argent parce que si je passe du temps à vouloir régler les petites choses de tous les jours, je suis pas à ma place. Donc on a payé une directrice de projet qui est remarquablement efficace. On investit sur du personnel, ça c'est aussi important. Mais avant tout, c'est la force de l'équipe qui travaille. Vous avez des questions ? Bon, s'il n'y a pas de questions, il y a au moins des encouragements. Je vous remercie, ainsi que tous ceux qui ont présenté. Les présentations étaient vraiment d'une très grande qualité, et puis vous nous avez fait découvrir ce qu'on pourrait appeler la nouvelle chirurgie. Merci.